à Lounès Matoub et sa mère, nous disons que Dieu bénisse vos âmes et les couvre de sa rahma, qu'il compense par de la patience la douleur de vos absences auprès de celles et ceux que vous aimez et qui vous aiment sur cette terre. Ce sont les uniques mots, nos uniques mots pour le Lounès et les siens. En le nommant dans la suite, ce sera dans un but strictement argumentatif. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, Azul Flaouen, dans l'une de nos récentes interventions, nous avons parlé du bunker. Des bunkers qui est le service de Ben Aknoun, l'unique provider Internet en Algérie. Même si nous sommes bannis d'accès à nos compatriotes en Algérie, nous continuerons à participer aux efforts patriotiques des uns et des autres. Ce bannissement est aggravé par notre opposition radicale et extrême à ce mouvement cataclysmique appelé le Hirak. De plus, nous resterons dans le propos modéré et nous respecterons cette interdiction que nous nous sommes imposée. Ne jamais porter atteinte aux vies privées et dignités humaines de tous, y compris celle des fascistes algériens. Il y a de cela une dizaine de jours, il y a une dizaine de jours de cela, et parce qu'il demandait un travail complexe, un complexe travail de fond, nous avions décalé volontairement le sujet du désastre trilatéral entre l'Algérie, le Mali et le Niger, le rôle du Conseil de sécurité de l'ONU, les manipulations de Macron, ainsi que d'autres États, certainement, et ses conséquences sur notre pays. Et même si la conjoncture s'est encore aggravée, s'est encore aggravée et est devenue plus compliquée, nous l'aborderons afin de démontrer que la paix entre Algériens et la solidarité avec les soldats de l'armée algérienne demeure l'obligation non unique pour arrêter le processus de destruction de notre patrie et nous éviter son fractionnement. Rappelons le théorème. Quiconque a trahi Hussein et Ahmed, pour nous, juste Hussein, est infréquentable. En pensant au 25 juin 1996, et bientôt ce sera un autre 25 juin, l'ANZA, l'art et l'engagement de Lounès gifleront certains, et en particulier ce multimillionnaire par la politique, le toujours allumé, qui a été actionné pour préparer la Kabylie au soutien et appui à la prochaine factice élection présidentielle. Après Lounès Matoub, nos pensées vont à tous les détenus politiques. Le cas de Ihsan El-Qadi est le plus illustratif de la violence qui règne au sein même de l'état-major de l'armée, c'est-à-dire entre les différents groupes de généraux. Violence qui déborde sur la présidence qui, pour cacher son déboussolage, s'en sert. Après ce qui a entouré la visite programmée en France, son report et apparemment annulation, Emmanuel Macron a fait gagner le groupe de généraux qui sont pour un second mandat de l'actuel occupant d'El Mouradia. Dire à Ihsan El-Qadi qu'il est et demeurera notre frère est insuffisant. Rappelons juste à son épouse cette anecdote d'amour qui en ce temps de souffrance pourrait être un léger cataplasme. En quittant la maison de tes parents à Terouel, Ihsan a pris le volant. Dans la sinuosité de la route pour rallier la nationale vers Alger,
Je lui ai dit en arabe dialectal. Elles sont charmantes, nos femmes kabyles. Et sa réponse, sortie comme un éclair de sa bouche, fut ce chef-d'œuvre. Elle a عندي وحدة في الدار. À l'épouse d'Hassan al-Khadi, à ton prochain parloir, dis-lui, هو يقول لك شريف أنا تاني عندي وحدة من وقنون. Slimane Zeridor, Zeridour, français d'origine algérienne, journaliste commentateur à TV5, nous vous avons dit par le passé, nous avons déjà dit par le passé, que vos commentaires sur l'Algérie sont médiocres. À vous, Slimane Zeridor, et Yves Tréhard du Figaro, en vous demandant de faire le message à vos confrères des autres journaux comme Le Point. Nous commençons par répéter que la presse française est dans un état aussi lamentable que l'algérienne. Qu'Emmanuel Macron et d'autres célèbres figures françaises sont au silence sur la détention de votre confrère et de tous les autres détenus politiques en Algérie. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes mardi 20 juin. Vous avez fait un immense tintamarre sur l'accord de 1968 et l'hymne national algérien en évitant de fouiller plutôt les motifs profonds de l'annulation quasi certaine de la visite prévue à Paris. À propos de l'accord de 1968 sur le mouvement des personnes et lieux de résidence, nous comblons un oubli dans notre dernière intervention. Les enjeux démographiques sont un problème universel. L'un des éléments de cet enjeu est le déplacement de la religion chrétienne de l'Occident vers l'Orient. L'un des sensibles points faibles de la Russie est son déclin démographique. L'une des peurs du Japon est de voir sa population sous les 100 millions d'habitants. La Chine vit sous une double menace. Son rattrapage par l'Inde et le nombre de ses malades chroniques, comme les 450 millions de Chinois qui sont diabétiques. La fiabilité de cette information est peu certaine. Elle est le résultat de lectures lors de différents travaux sur la démographie de l'Afrique. À cette menace de 450 millions de diabétiques, il faudra ajouter les malades cardiaques, les autres malades chroniques et tous les handicapés non productifs qu'il faudra nourrir. Au Canada, du côté de Toronto, il y a un lobby qui travaille pour une population de 100 millions de résidents au Canada. Nous ajoutons, à titre personnel, de préférence anglophone. Nous nous excusons pour l'oubli de l'horizon temporel. Nous pensons qu'il s'agit de l'horizon 2100. Comme toutes les démographies occidentales, et celle que nous venons de citer, la française est dans un état si lamentable qu'elle doit importer de la population pour cause fondamentale de racisme. La France, en plus de se fermer, a attaqué le caractère supposé explosif ou syndrome malthusien de la démographie, les démographies de ces colonies africaines, y compris l'algérienne, avec une offensive de l'INED, l'Institut national des études démographiques français, relayée par des journalistes et journaleux algériens. Avec succès, nous avons fait notre part dans la démolition de cette théorie de l'INED français parce que l'Algérie doit compenser son déficit démographique dû à la double guerre
la guerre civile et la guerre contre les civils, revers des théories du Nobel en économie Gary Becker avec Household Economics, Gary Becker & Co. Et dans le but de satisfaire ses besoins de défense armée de son territoire qui fait 4 fois la France et son développement économique, l'Algérie doit au moins doubler sa population sur 35 à 40 ans. Nous attendons la publication des résultats du dernier recensement des résidents en Algérie pour tenter de détecter la politique à venir imposée de l'étranger et ses impacts sur les actuels et futurs programmes d'austérité. Ce tintamarre sur l'accord de 1968 et l'hymne national est demeuré à ce jour sans réaction officielle algérienne, preuve qu'ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'ils pensent avoir trouvé la parade à une attaque, elle se transforme en problème qui altère encore plus sa crédibilité internationale. Cette absence de réaction est une autre preuve que la terreur de Macron sur l'état-major de Enaja et sa conciergerie qu'El Mouradia est indescriptible. Revenons à l'hymne national maintenant. À Zéridour et à tous les journalistes français, nous vous défions, nous répétons, nous vous défions de fournir un et un seul argument que le dernier décret algérien tel qu'il est promulgué, et nous insistons sur tel qu'il est promulgué, sur l'hymne national de notre patrie, modifiera donc d'une quelconque façon que ce soit l'exécution face à votre mégalomane roi de France. Jusqu'au déclenchement de ce tintamarre autour de l'hymne national algérien ordonné par Ramadan Abban, l'incontestable leader de la conduite de la guerre de libération nationale, à Moufdi Zakaria, qui l'a fait en langue arabe, nous étions dans l'ignorance totale de ces décrets. Nous soutenons mordicus que Ramadan Abban, satisfait de la mobilisation des Amazirs pour la libération de la patrie, a pensé à la mobilisation de toutes les autres populations algériennes au moyen d'un hymne national en arabe. Avant l'actuel hymne national, un tout aussi fort chant révolutionnaire qui s'adressait à la dignité des Algériens a fait office de moyen de conscientisation pour la liberté. Et c'est Ekr Amissou Mazir. Debout, fils de Mazir, Didier Ait Amran. En 2015, l'idée soufflée par une femme d'exception, une Jacobine, comme nous l'avions dit dans un message à Emmanuel Macron, nous avons suggéré la dotation de notre patrie d'un hymne national bilingue en arabe et amazigh. Dihya Louisa, romancière et poète, doctorante en économie, nous a promis d'en créer un. Son destin, on a décidé autrement. Elle a été rappelée à Dieu suite à un cancer du sein. Ultérieurement à notre suggestion, c'était en 2017, et dans un modeste travail de recherche sur les actions internationales de Hussein Ait Ahmed, nous avons découvert qu'il avait lui aussi émis en 1964 le souhait d'un nouvel hymne national. En découvrant que l'intégralité de l'hymne national actuel est jouée durant le congrès du FLN et prestation de serment, et s'agissant d'un décret apparemment, et non d'une loi votée par l'Assemblée ou d'une ordonnance présidentielle, nous nous demandons quelle est la réelle nature juridique de ce machin.
Et notre objectif est de découvrir la source ou l'initiateur de cette connerie additionnelle. L'absence d'une historiographie de cette amputation de l'hymne national Qassaman est à ajouter à la peur bleue des nervis et serviles agents du pouvoir encore vivants qui ont peur de s'associer à la divulgation de la vérité, et elle est due aussi à l'absence d'une écriture de l'histoire politique algérienne. Dans la suite, nous aborderons des arguments encore plus solides qui sont en relation avec des enjeux internationaux de l'Algérie. Parce que le choix de lieu de résidence est individuel, non étayé avec des preuves, sauf celles sur les dépôts dans les banques françaises de certaines fortunes algériennes résultant de la corruption et du business. Nous nous interdisons d'établir une corrélation et encore moins une causalité entre l'hymne national et le lieu d'établissement de certaines personnes. Mais il est permis de spéculer que le choix de Paris et de la France par certains apparatchiks algériens, membres de la nomenclatura du Front de Libération Nationale, est motivé par la langue, la proximité géographique, les facilités d'accès à la nationalité, la permissivité et le laxisme des autorités judiciaires françaises à leurs égards, l'absence d'accord sur l'extradition, que nous différencions de l'expulsion des condamnés de droit commun et résidents dits Klondo ou Haraga, leur utilisation de ces résidents comme moyen permanent de pression et de chantage par l'État français, alors que les leaders de la Révolution ont vécu ailleurs. Mohamed Boudiaf en Maroc, assassiné en Algérie. Mohamed Khidr en Espagne, assassiné à Madrid. Hossein Ahmed en Suisse. Karim Belkacem en Allemagne, assassiné à Francfort. Et Ali Mzili en France, assassiné à Paris. Questionnement. Est-il possible que ce machin officiel, décret, puisse exister sans l'aval de l'état-major de l'armée? Pourquoi sont au silence tous les généraux actuels, et en particulier ceux qui ont été convoqués par Emmanuel Macron? Est-ce que les journalistes et hommes politiques français ont rappelé toutes les critiques négatives, tant sur les qualités de sa musique que son poème, porté contre la Marseillaise? Malgré cela, par nationalisme, patriotisme et aussi populisme, pour remonter dans les sondages, Emmanuel Macron a dénoncé les huées contre l'hymne national français. Est-il possible de faire une comparaison entre Qassaman, la Marseillaise, et The Star Spangled Banner des USA, lequel est entonné même lors des matchs de baseball par de très grosses vedettes américaines? Si Qassaman était encadré par des dispositions constitutionnelles qui imposeraient un référendum dans tout ce qui le concerne, l'histoire aurait été racontée autrement. En parlant de constitution, voici un ouvrage de Noah Feldman, un américano-israélien, professeur de droit à l'école de droit de l'université de New York. Noah Feldman est un israélo-américain. Noah Feldman est l'architecte
est l'architecte de la constitution de l'Irak. Nous avons affirmé par le passé que l'empreinte de Noah Feldman ou de ses collaborateurs ou de son équipe est visible dans les deux dernières constitutions de l'Algérie et avec la complicité française. Nous le pensons. Nous n'avons sans éléments concrets. C'est une très forte suspicion que nous portons sur la complicité française avec Noah Feldman. Dans ce livre de Noah Feldman, il dit, il est clair, il tourne sans tourner autour du pot là. Now a longer term strategy must be developed, one that will serve American interests and American values, and one that will build on Muslims' capacities for shaping their own future in a peaceful and democratic way. Tourne pas autour du pot. Il défend les intérêts américains. Donc, qu'est-ce qu'il a? Le premier chapitre de ce livre est intégralement dédié à l'Algérie. Dans ce livre, dans ce chapitre sur l'Algérie, Noah Feldman a dit avec une très grosse amertume, déception, l'alignement de la politique des États-Unis d'Amérique sur la politique française au début des années 90. La France et Emmanuel Macron sont en train de se marrer de toute la nation algérienne et de la honteuse manipulation de leur hymne national par des personnes qui doivent être ailleurs, sauf là où elles sont maintenant. Alors que les bénéfices de l'annulation sèche de l'acquisition des avions Airbus et l'annulation de l'importation des voitures chignoles françaises aurait été plus important. Cette annulation aurait mis Emmanuel Macron et la France dans un sale pétrin d'un point de vue économique les plus efficaces et d'un point de vue politique les plus nobles. Nous continuons avec l'hymne national Kassaman. L'article 6 du traité de l'OTAN qui considère l'Algérie comme étant une propriété privée de l'État français, et Kassaman, l'hymne national algérien, sont anachroniques et contradictoires. Ce tintamarre constitue une preuve de la justesse sur notre signalement à plusieurs reprises sur la non-exécution de Kassaman dans son intégralité lors des célébrations du 5 juillet et du 1er novembre en particulier. Nous avons signalé à plusieurs reprises l'absence de Kassaman durant le 5 juillet, le 1er novembre, l'absence de l'exécution de Kassaman dans son intégralité, même dans les casernes, dans les stades, les universités et ailleurs. Les enseignants de l'école primaire, les enseignants du primaire, des collèges, du moyen et des lycées en Algérie pourraient témoigner sur la non-exécution ou l'exécution de Kassaman dans son intégralité dans leurs différents établissements. En Algérie, Lounas Matoub a repris les airs et rythmes musicaux de Kassaman en lui ajoutant
une poésie engagée. Mais aucun autre chanteur ne l'a fait dans une autre variété de musique algérienne comme le raï. Faible, sens et susceptible, et incapable de se hisser à un minimum de sentiments patriotiques et de sens de l'État. Les actuels terrorisés par Emmanuel Macron en Algérie empêchent même la discussion de la dotation de la patrie Algérie d'un hymne fédérateur en arabe et tamazight. Bientôt le 5 juillet, dans 15 jours, ce sera le 5 juillet 2023, formellement, date de l'indépendance. Nous verrons si l'hymne national sera exécuté intégralement et avec faste dans toute l'Algérie. Nous entendrons sur les chefs d'État qui expédieront des messages de félicitations. Nous verrons aussi s'il sera exécuté à Paris devant l'attaché de France et l'ambassadeur de l'Algérie. Dans ces deux cas, nous verrons alors comment s'exprimera le roi de France. Dans son folklorique et insensé comportement, le chef des généraux algériens, fait plus de bruit et extrêmement préjudiciable à l'Algérie que tous les généraux de l'OTAN et de la Russie. Nous éviterons de revenir sur les différentes suggestions que nous avons faites. Renouvellement de l'état-major, dissolution et révolution des îles. À la publication du décret de 1986, maintenant nous rentrerons dans l'aspect international de l'hymne national algérien. Donc, à la publication du décret portant sur l'exécution de Khassaman en Algérie, en 1986, le président était Chadli Benjedid. En France, c'était François Mitterrand, qui, durant la guerre de libération nationale, a étalé toute sa haine vers la révolution de notre pays dès son déclenchement. Est-ce que la modification du protocole d'exécution de l'hymne national est le résultat des pressions des nostalgiques de l'Algérie française ou du lobby des pieds noirs? Depuis 1980, les événements liés au printemps berbère étaient encore chauds. 80-81. Le début de l'offensive islamiste donnait déjà des inquiétudes. En plus, l'Algérie était sous le choc de Tina. Tina, c'est There is no alternative. Hein? C'est l'ultralibéralisme pur et dur porté par Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Tina, there is no alternative. Nous en avons parlé à plusieurs reprises auparavant. Hein. À partir de 2015 jusqu'à 2018-2019, nous avons cité énormément, plusieurs fois Tina. Donc en Algérie était sous le choc de Tina. Et les Français, Jacques de la Rosière et Michel Condessus, ont été les directeurs généraux du très puissant FMI de 1978 à 2000, soit 23 ans de protection et de défense des intérêts de la France à travers l'une des organisations les plus craintes au monde, le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international par Jacques Larosière et Michel Condessus, qui protégeait les intérêts de la France dans ses colonies africaines. Nous allons encore reprendre cet aspect immédiatement après avec l'affaire du Mali et du Niger.
est-ce que Larosière, Jacques Larosière et Michel Combessus ont été les vecteurs, les canaux par lesquels il a été ordonné à l'Algérie de bricoler l'exécution de l'hymne national Kassaman contre la garantie d'accès au marché financier secondaire pour son endettement? Certains chefs de gouvernement, certains ministres, etc., sont encore vivants. Ils peuvent en parler. La France aurait utilisé Mitterrand, ou bien les lobbies français, auraient utilisé Michel Combessus et Jacques Larosière comme instrument de pression sur l'Algérie pour qu'il ampute, pour qu'il se fasse harakiri avec l'hymne national bilingue. Voilà. Donc, ainsi sur la démographie et l'hymne national algérien. Donc, les facilitations, prétendues facilitations, parce que le vote au niveau du FMI est un vote en majorité qualifiée, et sans le vote des États-Unis d'Amérique, rien ne se passe. Nous allons remonter sur les déclarations d'Anthony Blinken à Tunis, et qui frappe de plein fouet l'Algérie. Donc, les facilitations de négociations du FMI promises, à savoir, juste promises, à savoir si elles ont été réalisées par Jacques Larosière et Michel Combessus, seraient une voie pour l'amendement, pour le charcutage, pour l'attaque de l'hymne national Kassamen, en nous disant que pour nous, aucun texte de loi, aucune norme n'est immuable. Hein. Tout est modifiable s'il revient à la volonté populaire. La loi doit suivre l'évolution de la population. On continue toujours dans ce sillage-là, hein, c'est-à-dire dans cette trame de préparation de la future élection présidentielle en Algérie, avec le contrôle du maestro Emmanuel Macron. Nous disons, la paix et la résistance dans la dignité en Kabylie ont donné leurs fruits. De l'outrageuse manipulation de la JSK et de l'ENIAM, Tizi Ouzou a vécu récemment la distribution de logements, la pacification de la JSK, la dénomination du stade de Hussein Ahmed, du nom de Hussein Ahmed, la réanimation des problèmes des hôpitaux, l'arrestation des gangs mafieux, et a connu une certaine agitation autour de l'université. La Kabylie doit éviter d'être dupe et doit comprendre qu'il est exigé d'elle de voter massivement pour le candidat militaire ou militarisé à la présidence. À défaut, tout reviendra et en pire, cette fois-ci par Béjaïa, qui est encore plus radical que Tizi Ouzou. En espérant avoir gagné la bataille de la paix en Kabylie, nous tenons à dire que le plus dur est à venir pour toute la nation et que Tizi Ouzou et Béjaïa demeurent des foyers faciles à enflammer. Toute la Kabylie, disons, toute la Kabylie, et c'est valable pour toute l'Algérie, doit se rappeler que les marionnettes des généraux créés au début des années 90 ont été réactivées et mises en ordre de service. L'une d'elles est plus que visible. Espère-t-elle un renvoi d'ascenseur comme conseiller spécial, comme ambassadeur hors diplomatie pour voyager, gagner beaucoup de devises, se faire star et ensuite écrire des livres qu'il étalera sur les plateaux de certaines télévisions?
Dans la, dans la deuxième partie, nous aborderons ce qui se passe au Mali, Niger et l'Algérie, l'ONU, le Conseil de sécurité et les dangers qui risquent d'emporter l'Algérie. Maintenant, nous abordons la complication de la situation trilatérale, Algérie, Mali, Niger. Niger, maintenant nous sommes un peu plus à l'aise, nous en passons d'un an de travail. Lors de notre avant-dernière intervention, quelque chose comme ça, nous avons parlé de l'ONU, de l'Algérie, et après, sans aborder l'élection de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU dans le euh, groupe des cinq à renouveler parmi les membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Hein. C'est un peu compliqué. Le Conseil de sécurité de l'ONU actuellement est formé de 15, 5 membres permanents, les USA, l'Angleterre, le Royaume-Uni, la Chine, l'URSS et la France qui a été repêchée. Et il y a 10 membres non permanents qui sont renouvelés. Chaque année, il y a 5 qui sont renouvelés pour un mandat de 2 ans. Un mandat de 2 ans. Donc, ayant travaillé sur la réforme du Conseil de sécurité, les enjeux sont un peu plus sérieux que ça. Donc, faire de l'Algérie, de la réélection de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU un fait d'armes ou une prouesse, c'est une idiotie, c'est tout. Hein. Tout simplement, c'est une idiotie, c'est tout. Hein. Nous vous rappelons que lors de l'examen périodique universel, Universal Periodic Review des droits de l'homme de l'Algérie à l'ONU en 2013-2014, l'Algérie a payé 500 000 dollars. OK? Donc, pour être réélu comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, très peu de conditions sont exigibles. Hein? Très peu de conditions. Bon, il faut sauter un mandat, c'est-à-dire si vous êtes élu pour le mandat précédent, qu'il était arrivé à terme, vous devez attendre au moins un mandat pour pour qu'un pays se représente au Conseil de sécurité, à l'élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut être à jour dans ses cotisations. Si vous faites un cadeau financier à l'ONU, ce serait encore bien vu. Et surtout, bon, bien sûr, s'il y a très peu de candidats à l'élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la chose est acquise, disons comme ça. Hein? La chose est acquise. Maintenant, puisque nous parlerons de l'ONU, disons que dès que les États-Unis d'Amérique diront ça suffit pour le financement, l'ONU partira en lockout. Hein? L'ONU partira en lockout, c'est-à-dire qu'ils vont fermer baraque. Ils vont fermer baraque. Ils vont laisser probablement qu'un groupe de personnes, comme le secrétaire général de l'ONU ou le président du Conseil de sécurité actuel, travailler un petit peu le temps qu'il les licencie. Sans faire dans le protocole universitaire, là, disons-le d'une manière simple, actuellement, à la minute où nous parlons, l'Organisation des Nations Unies est une organisation privée au service exclusif des États-Unis d'Amérique. Point barre. Voilà, ça c'est pour simplifier. Récemment, le secrétaire général des Nations Unies, que nous avons, Antonio Guterres, que nous avons cité à plusieurs reprises, hein, l'absence de réponse de sa part montre le désarroi dans lequel il est. Hein. Il montre dans les habitudes de l'ONU, les réponses sont fournies à ceux qui envoient des lettres et qui en demandent, bien sûr. Hein. Il montre le désarroi parce que nous avons soulevé des sujets de fond, là, non pas de fond et de forme, pas de forme. Et de forme. Donc, ces derniers temps
Antonio Guterres se déplace énormément. C'est pour justifier son existence. Il a tenté d'éviter le départ de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, bon, sans succès. Nous allons parler de ça dans quelques instants, hein, de la MINUSMA surtout. Son représentant officiel au sein de la force d'appui des Nations Unies pour la Libye, la FANUL, son représentant est en train de supplier le bon Dieu pour qu'il quitte la Libye. Notre diplomatie, la diplomatie algérienne, en plus de sa faiblesse intrinsèque, est aggravée par son contrôle par les généraux. Hein. Est aggravé par les généraux dans un monde aussi complexe et aussi plein de pots de banane qu'est la diplomatie internationale. Contrôler des militaires, des généraux algériens incompétents, nuls, ils ne savent pas du tout où est-ce qu'ils mettent les pieds, se mêlent de la diplomatie, ça devient un désastre, hein, un désastre pour rester dans les mots simples. Hein. Alors, donc, la diplomatie algérienne a réagi à nos propos, sans citer. Bon bref. Si nous passions notre temps à réagir à toutes les réactions que nous recevons, il nous faudra pas mal de temps là. Hein. Aux dirigeants du Tchad et à la nation tchadienne, aux dirigeants du Mali et à la nation malienne, aux dirigeants du Niger et à la nation nigérienne, même si nous souhaitons inclure toutes les autres colonies africaines, françaises en Afrique, pour aujourd'hui, nous nous limitons à ces trois. Mali, Niger et Tchad, en plus de l'Algérie, bien sûr. En continuant sur cette voie, nous l'avons dit et nous le répétons aujourd'hui. En continuant dans ce processus de solidarité et de paix, hein, malgré le caractère affreux des conditions de vie en Algérie, la nation algérienne vous libérera de la dictature de Macron, laquelle dictature vous la transmettez à vos nations. Laquelle dictature vous l'exécutez sur vos nations. Non, ça c'est le premier mot. Nous le répétons. La Libye est fractionnée en deux parties, ça c'est clair, net et limpide. L'Est et l'Ouest. Mais maintenant, il y a une troisième partie que nous avons signalée il y a très longtemps. Le sud de la Libye. Une nouvelle géographie se dessine là-bas. Une partie du sud de la Libye, de la bande d'Aouzou, sera donnée au Tchad. Une autre partie, probablement, ira vers une nouvelle partition du Darfour, au Soudan. Non. Le Mali est en voie de partition. Que les dirigeants maliens et la nation malienne sont potes ou quoi que ce soit, là, ils sont libres. Le Mali est en voie de partition. Le nord et le sud. Okay? Qui nous sauvera de la partition? L'Algérie. S'il y a des mécanismes autres que l'accord de 2015, il faut innover. Et autre que le CEMOC, le comité d'état-major opérationnel conjoint. Il est très difficile à des militaires incompétents, contrôlés intégralement par Emmanuel Macron et ses services secrets, de se coordonner, sauf s'ils se coordonnent en fonction des ordres d'Emmanuel Macron. D'accord? C'est bref, c'est sec.
à la nation tchadienne et aux autorités qui dirigent le Tchad. D'un point de vue universitaire, le contrôle qu'exerce Emmanuel Macron sur vous, sur les dirigeants tchadiens et les populations du Tchad, relève du droit à la vie ou à la mort. Il a droit de vie et de mort sur vous. La mort du précédent président du Tchad tout ce que dit cette mort, ou ce qu'elle ne dit pas encore, nous pousse à vous dire que nous avons de la peine pour votre avenir. Aux dirigeants du Niger et à la nation nigériane, nous pensons avoir fait partie de ceux qui ont défendu la nation nigérienne et la nation malienne, et d'autres nations, mieux que les Nigériens eux-mêmes, mieux que les dirigeants de l'État nigérien. Nous avons commencé par écouter la dernière interview du président du Niger. Nous nous sommes arrêtés quand il a commencé à parler des jeunes Nigériens ou étrangers qui sont fiers de porter des kalachnikovs ou des armes d'assaut pour tuer, agresser, violer des femmes, voler du cheptel, etc. Nous nous sommes arrêtés à ce niveau-là. Tellement nous étions déçus. Parce que le plus grand terrorisme est exercé avec votre acceptation par Emmanuel Macron. C'est sur les ressources naturelles. Le Niger, classé le LDC, and least developed country and heavily indebted, par les pays les plus pauvres et très endettés. Donc le plus grand terrorisme qui s'exerce sur vous en tant que pays très pauvre, très endetté, est le terrorisme sur vos ressources naturelles que vous avez donné à la France pour un nouveau contrat de 40 ans, sur 40 ans. Nous vous signalons, nous vous le répétons, nous le répétons pour tout le monde, que l'un des conflits les plus durs à l'organe des règlements différents de l'OMC a été le conflit Chine-USA sur un contrat justement de ce type sur les ressources naturelles en République démocratique du Congo qui est partitionné lui-même. Hein. La bagarre au niveau de l'OMC, au niveau de l'organe de règlement différent de l'OMC entre la Chine et les USA portait sur un contrat dit odieux. Donc vous, autorité du Niger, qui dites que le terrorisme est difficile à vaincre, etc., il sera impossible, le terrorisme dont vous parlez, c'est-à-dire celui des voyous, sera impossible à vaincre tant que vous n'avez pas vaincu le terrorisme économique qui s'exerce sur vous en vainquant le terrorisme économique qui s'exerce sur votre pays, vous gagnerez les autres terrorismes, des mafias qui sont au Niger, au Mali, au Niger, au Tchad, en République centrafricaine, au Burkina, etc. Il faut gagner d'abord la guerre contre le terrorisme économique et monétaire pour gagner l'autre terrorisme. Tous les autres terrorismes, si tant est, il faut les appeler terrorisme.
à vous, aux autorités, à la nation nigérienne et aux autorités du Niger, oui, la nation algérienne pourra vous sauver si elle continue comme ça à résister. L'armée algérienne pourra vous aider, non pas dans le cadre de cette misérable constitution dont dispose l'Algérie, mais dans un cadre plus dur à négocier. Il sera plus dur à négocier dans un autre cadre. La vie des soldats algériens est aussi importante, des soldats algériens, peu importe son origine, peu importe où il vit en Algérie, peu importe, est aussi importante que la vie de nos plus proches, pour nous, d'un point de vue patriotique. Vous savez, les soldats algériens pourront vous aider. Et pas dans les conditions du comité d'état-major opérationnel conjoint ou de la constitution algérienne ou des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Pas dans ce cadre-là. Dans un cadre où les enjeux financiers sont immenses. Les soldats de l'armée algérienne ne seront jamais lâchés à canon. Aux autorités du Mali, à la nation malienne, c'est un cas encore plus grave. Il y a plus de 2 années de cela, nous vous avons proposé de rencontrer même vos services secrets au Canada. Nous vous avons proposé de rencontrer vos services secrets à l'ambassade du Mali au Canada, afin de parler justement du CEMOC, de parler des cours de la ZLECAF et du CIPRI. Parce que des Maliens ont travaillé pour le CIPRI, pour l'Université de Pennsylvanie, aux États-Unis, à qui nous envoyons des courriels, mais sans réponse. Même chose. La nation algérienne, en continuant dans cette voie, sauvera la nation malienne et le Mali de la partition, dans les mêmes conditions qu'avec le Niger, sans le CEMOC, pas dans les conditions actuelles de constitution en Algérie, et non sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire à travers une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà maintenant, puisque nous parlons du Conseil de sécurité de l'ONU, et puisque Emmanuel Macron est en train d'exercer ses pressions sur l'Algérie par l'intermédiaire du Mali et du Niger en agitant des sujets complètement débiles, comme la constitution en Algérie, l'hymne national, comme les accords de migration. Les accords de migration entre l'Algérie et la France doivent concerner aussi l'Algérie, la France et le Mali et le Niger, etc. La France et le Niger. Vous avez décidé de lancer l'initiative de nouvelle constitution en Mali, grand bien vous fasse. C'est une décision, comme il est dit, souveraine. C'est votre affaire. Produire une constitution meilleure que l'algérienne, nous avons des doutes. Donc, vous ne faites que bricoler. Vous avez décidé d'expulser la MINUSMA après les forces Barkhane et Takuba. L'expulsion des forces Barkhane et Takuba, nous avons été à fond dans le sujet, il y a plus de 5-6 ans. Mais l'expulsion des forces de la MINUSMA que nous avons abordé dans le détail du dollar, parce que
la MINUSMA a fait l'objet d'une bagarre par voie médiatique entre nous et des missionnaires d'Emmanuel Macron de France et de Berkeley aux États-Unis, de l'université de Berkeley aux États-Unis. C'était une bataille affreuse. Voilà. Donc, le fonctionnement de la MINUSMA et sa manipulation par Emmanuel Macron doit vous dire que vous devez arrêter toutes ces gesticulations. Non, en expulsant la MINUSMA, avez-vous les moyens de contrer tout le terrorisme artificiel qui s'exerce au Mali? En expulsant la MINUSMA, allez-vous mettre l'Algérie dans l'œil du cyclone, dans votre enfer? L'Algérie doit s'éloigner de cet enfer le plus possible. Pour cela, des négociations sont possibles entre l'Algérie et le Mali, en dehors du CEMOC, en dehors de l'ONU, etc., etc. Il y a des prix à payer, de l'argent. Mais en parlant d'argent, allez-vous demander à la Russie de mettre à votre disposition des mercenaires, des sociétés privées, bon, maintenant qu'ils soient appelés mercenaires ou soldats de location ou en sous-location ou en sous-main, peu importe. La Chine a des armées privées, du moins, paye une armée privée. Les États-Unis l'ont fait, c'est une règle économique chez eux. Okay? La France paye des mercenaires, comme Bob Denard et co. Voilà. Avec quoi allez-vous les payer? Tant que vous ne casserez pas le contrôle économique de la France sur votre ressources monétaires et vos réserves ressources monétaires et économiques, vous êtes en train de brûler la nation malienne. Faites autant de constitutions que vous voulez. Engagez des forces Wagner autant que vous voulez, à condition que vous puissiez les payer. Faire appel à des armées privées, de sociétés privées chinoises, c'est possible, mais vous devez les payer. Si vous n'avez pas cet argent, vous ne réussirez jamais. Et pour réussir à avoir cet argent, il faudra que vous ayez votre monnaie, c'est-à-dire arrêtez d'être les esclaves du franc CFA. Nous vous invitons à écouter ce que nous avons dit sur le dinar algérien et nous allons en dire des choses juste après. Après la visite de Moscou. Il faudra vous préparer à négocier sérieusement avec les Algériens et être prêt à payer l'Algérie pour vous sauver. Ceci étant dit, l'Algérie paiera quelles que soient les circonstances. Parce qu'au minimum, elle doit défendre ses frontières. Et malheureusement, ceux qui se prennent pour des généraux d'armée en Algérie et à leur tête un imbécile, s'occupent parle du Maroc. Alors qu'il n'y a absolument rien au Maroc. C'est pour le cas du Mali et du Niger. Nous sommes prêts à vous rencontrer, nous sommes prêts à discuter avec vous, nous sommes prêts à parler finances avec vous, bien sûr, et économie. Nous rappelons aux Maliens qu'aussi longtemps que vous oublierez Modibo Keïta, vous resterez dans le noir. En disant vous resterez dans le noir, ce n'est pas de la phraséologie verbeuse. Parce que Modibo Keïta est mort dans le noir d'une prison malienne parce qu'il avait voulu doter le Mali de sa propre monnaie. Et pour cela, il avait sollicité l'aide d'Israéliens. Voilà pour cet aspect des choses. Donc,
Dans cette troisième et dernière partie, nous allons faire la jonction entre ce qui se passe au Mali et au Niger, ce qui s'est passé au Mali, à Moscou, à Moscou, plus ce que nous avons dit auparavant au début sur la manipulation de l'hymne national et l'accord dit de 68 sur les migrations et l'installation des Algériens en France. Mais d'un point de vue économique, nous rappelons que le FMI et la Banque mondiale sont des organisations internationales extrêmement puissantes au service des puissants. Le Mali a reçu un avertissement sérieux des États-Unis d'Amérique en visant directement les militaires maliens. Maintenant, que les Maliens fassent une constitution au 10, ils sont dans l'œil du cyclone. L'intérêt des États-Unis d'Amérique pour toute l'Afrique vise la Chine et la Russie. Hein? Pour cela, donc, nous allons commencer par dire que la vengeance d'Emmanuel Macron sur l'Algérie après la visite de Moscou sera sanglante. Il fera ce qu'il fera sur ceux qui contrôlent en Algérie même. Il fera ce qu'il fera sur le Mali et le Niger pour massacrer encore plus l'Algérie. Pour cela, l'expulsion de la MINUSMA, de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, est l'œuvre en sous-main d'Emmanuel Macron et de service, qui ont allumé certains Maliens, qui ont commencé à demander le départ de la MINUSMA il y a longtemps. Donc, pour éviter de savoir à dos une partie de la population malienne conduite par des musulmans, les dirigeants de la junte militaire malienne actuellement ont approuvé le départ de la MINUSMA. En approuvant le départ de la MINUSMA, ils rendent caduc le comité d'état-major opérationnel conjoint composé de l'Algérie, de l'Algérie, Mauritanie, Mali, Niger et Burkina Faso. Ils le rendent caduc. Sans le rendre caduc, il est déjà inutile. Donc, nous refaire sortir l'accord d'Alger de 2015 sera encore une stupidité. Bon. Que s'est-il passé à Moscou? Il est hors de propos, il sera hors de notre propos de broder. C'est-à-dire de penser que cette visite serait une compensation de l'annulation de la visite prévue en France, etc., etc. Mais ce que nous disons, que c'est tout le processus des visites à l'étranger de celui qui occupe le Moradia est une opération qui n'a ni tête ni queue. Prévoir une visite, l'annuler, prévoir une visite, la reporter, prévoir une visite et annuler la visite de Moscou, c'est débile. Après l'annulation de la visite prévue à Paris, remise en selle de la visite de Moscou, toute cette ralota sera payée par les Algériens. C'est pour cette raison qu'il faudra demeurer concentré, pacifique, solidaire. Donc nous allons éviter broderie, pourquoi la diplomatie algérienne s'est tuée, pourquoi la diplomatie russe s'est tuée, pourquoi il n'y a pas eu de rencontre entre les deux diplomaties, tout ça. Nous lisons et nous traduisons.
I would like that. It's a big project, he said when asked by Russian President Vladimir Putin whether Arab countries are still discussing the idea of creating such a currency. Interrogé par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, si les États arabes continuent à discuter de l'idée de la création d'une monnaie commune, il a répondu, je souhaiterais que cela se fasse. C'est un grand projet. I would like that. It's a big project. En nous rentrons dans un domaine un peu complexe, légèrement complexe, que nous allons aborder avec des mots simples. Donc, il s'agit de création monétaire, d'une monnaie commune. D'abord, en 2015, Chérif Aïssa, conférence Impact économique de Damazir, droits de l'homme et développement durable, à partir de la minute 51-32, je vous laisse écouter. Ce n'est pas long.
Donc, sur la question monétaire, nous avons travaillé sur la conception d'une monnaie ancrée sur l'air et la terre qui sera utilisée par tous les pays d'Afrique du Nord, y compris l'Algérie, y compris la Tunisie, le Maroc, etc. S'ils s'entendent, bien sûr. Maintenant, nous ajoutons, some currencies have fostered themselves all across the world, adding that strong currencies already exist in the Arab world, citing the UAE and Saudi Arabia as example. Il a dit que certaines monnaies se sont imposées d'elles-mêmes à travers le monde. Quelles sont les monnaies qui se sont imposées? Nous pensons aux monnaies qui font partie du panier du DTS, du droit de tirage spécial du FMI. D'accord. Actuellement, cette affirmation est titubante. Parce que quand vous regardez sur les marchés financiers internationaux la valeur du rouble, vous verrez qu'elle a chuté par rapport à celle du dollar et de l'euro. Chose qui est complètement fausse. L'économie russe se porte aussi bien, sinon mieux, que toutes les économies de l'Ouest. Okay? Donc, c'est là, maintenant, vous avez une preuve additionnelle que la connerie économique, la théorie des équilibres de marché ne fonctionne pas. Le fonctionnement efficace et efficient des marchés est loin d'être vérifié. Bref, en citant l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui ont des monnaies fortes. Est-ce que ces monnaies sont aussi fortes que le dinar, moins fortes, ou plus faibles que le dinar? Chers compatriotes d'Algérie, mettez-vous une chose, une fois pour toutes, cette vérité absolue, immuable, dans vos esprits. Depuis l'assassinat de Mossadegh en Iran, qui a nationalisé le pétrole iranien et qui a commencé par chasser certaines compagnies anglaises et américaines, depuis l'assassinat, aucune monnaie des pays du Golfe ne peut être puissante. Aucune monnaie des pays du Golfe Persique n'est sûre. Okay? Donc, ça, c'est un premier élément. Ça, c'est ce qui s'est passé à Moscou. Hein? C'est passé à Moscou. Question simple. Est-ce que souhaiter la création d'une monnaie unique arabe est possible? Dans le monde de la connerie économique, tout le monde, toutes les personnes peuvent dire ce qu'elles veulent. Il suffit d'argumenter. Maintenant, nous vous avons montré ce que nous avons montré le 15 avril 2014. Depuis que nous avons abordé le problème de monnaie unique, de la valeur de la monnaie, que nous avons débranché du pétrole, des énergies fossiles, nous l'avons branché sur l'air et la terre. Des questions simples. Maintenant, sur la monnaie, nous en avons dit des tas et des tas. Est-ce que les Algériens ont confiance dans le dinar? C'est la première question qu'on pose sur une monnaie. Est-ce que les Algériens ont confiance dans le dinar? Si oui, ils peuvent passer à une étape supérieure. Sinon, ils doivent freiner et
revoir leur monnaie jusqu'à ce qu'ils aient confiance dans leur monnaie. Ça, c'est la première. Deux, selon David Ricardo, nous sommes un ricardiste de l'économie. La monnaie n'a pas de valeur intrinsèque. L'or a une valeur intrinsèque. Vous montrez une pièce d'or, un lingot d'or, un morceau d'or, une chaîne en or, une gourmette en or, etc., etc. Immédiatement, des personnes ne lui donneront une valeur monétaire. Ça, c'est un élément. Deuxième élément. Dans l'histoire d'économie politique de la Hollande, deux éléments. La Hollande est célèbre par le nom de Dutch Disease, c'est-à-dire quand elle a commencé à exploiter son pétrole, elle s'est rendue compte qu'elle allait vers un rabbin. Elle a arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé en Hollande? Avant les crises du dollar, des subprimes, etc., il y a 3 siècles de cela. 3 siècles et demi environ. Il y a l'une des premières bulles de spéculation financière. Les tulipes. Les fleurs, les tulipes. Non, en Algérie, on jette les tulipes. On le donne probablement aux animaux et rarement aux femmes. Il y a la bulle des tulipes. Avec une tulipe, il était possible d'acheter un château. Avec un bouquet de tulipes, il était possible d'acheter tout l'or de Hollande. Ça, pour les valeurs. Aux États-Unis d'Amérique, dans l'État de Virginie, à une certaine époque récente, c'est le tabac qui était de la monnaie. Okay? Depuis belle lurette que nous disons qu'il faudra surévaluer le dinar, le mettre au même niveau que le dinar tunisien ou le dirham marocain. Une fois cette parité parfaite du dinar avec l'une des monnaies des voisins faite, nous ferons avec l'autre. Une négociation à 3 serait meilleure. Et dans la dernière intervention, nous avons parlé de la vie du dinar par rapport au franc français, quand la Banque centrale a été créée en 1964. Okay? Il a passé par une parité parfaite, un dinar, un franc. Ensuite, il est passé à un dinar pour un franc 20. Le dinar était plus cher que le franc français. Ensuite, c'est l'inverse. Avec les histoires de nationalisation. Bon. L'histoire de nationalisation, les balances des paiements. L'un dans l'autre. Maintenant, que s'est-il passé? L'Algérie, la Banque centrale, le gourbi, le fort crématoire, sous les ordres des généraux, continue à dévaluer le dinar pour favoriser la zléka. Ils veulent faire du dinar une autre monnaie comme le franc CFA. D'accord? Ça c'est en surface. Là, c'est en surface. Tu vas rentrer dans tous les détails, il faudra des chiffres, des calculs que nous avons déjà fait par le passé. Maintenant, à Moscou toujours, nous lisons ces impressions. Bolstering interaction in the field of the defense industry and technology, in particular through broader partnership in transferring technologies and developing production, conducting joint drills and maneuvers and army games. Répétons le dernier mot. Games. Les jeux. Army games. Les jeux de la guerre. Donc ça, maintenant, cette phrase demande à être un peu développée et découpée en morceaux pour qu'elle soit plus simple à comprendre par nos compatriotes d'Algérie.
pursuing interaction in the field of defense industry and technologies, in particular through broader partnership in transferring technologies. Vantant l'interaction dans le domaine de la défense, de l'industrie militaire et des technologies, et en particulier à travers un large partenariat. Large partenariat. Ça me fait penser au partenariat public-privé, hein? PPP, hein? In transferring technologies and developing production. Transferring technologies, s'agit-il du transfert de la technologie nucléaire dont nous avons parlé? C'est dans ce cas-là, chapeau, à condition que la Russie accepte de nous faire le transfert de la technologie nucléaire. Et à condition que la France, que les États-Unis et l'Angleterre acceptent que l'Algérie se dote d'une industrie nucléaire, de la technologie nucléaire. Ah oui, c'est là. Tout est clair maintenant, sauf que ça devient plus compliqué. Conducting joint drills, en conduisant des exercices conjoints et des manœuvres militaires et les jeux de la guerre, c'est-à-dire simuler des jeux de la guerre. C'est-à-dire là, maintenant, la Russie et l'Algérie sont d'accord sur un fait, qu'une guerre est possible en Algérie. Pour cela, l'Algérie doit se préparer. Avec qui? Avec la Russie. Et comme nous l'avons dit auparavant avec la ceinture Obori, avec Obori, l'initiative Obori, One Belt, One Road Initiative, donc la guerre en Afrique va s'installer. Un élément additionnel maintenant. Et c'est là où ça montre le caractère triste de la diplomatie algérienne et de son État. En parallèle à la visite de Moscou, en parallèle à la visite de Moscou, une délégation de 6 États africains s'est rendue à Kiev, en Ukraine, et ensuite à Moscou. À Kiev, cette délégation a été reçue par le président clown de l'Ukraine. À Moscou, elle a été reçue par le président froid et souriant de la Russie. Le président de la Russie a remercié tous les États africains qui lui ont proposé la médiation. Il les a remerciés chaleureusement avec le sourire, s'il vous plaît. Là. Pourquoi les 6 États africains sont partis à Kiev, où ils ont reçu une fin de non-recevoir, et à Moscou, le président de la Fédération de Russie leur a répondu avec le sourire ce qu'il leur a répondu. Tout ça, c'est pour à cause du blé. La délégation africaine qui est partie à Moscou et à Kiev, elle est composée de l'actuel président des Comores, qui est président de l'Assemblée générale de l'Union africaine, du président du Sénégal, de 2 autres présidents, là, j'ai oublié le nom, et de 2 représentants officiels de 2 États. 6. Le Sénégal est dans une violence politique terrible en prévision de l'élection. Il est étranglé par le franc CFA. Nous ignorons en off ce qui a été dit au président du Sénégal sur la monnaie. Voilà. Les Russes lui ont peut-être dit à quand allez-vous abandonner le franc CFA et sortir de la tutelle de la France? Parce que entre ce que nous voyons à la télévision
Et ce qui se dit derrière les portes, derrière les rideaux, c'est autre chose, là. Hein. Qu'est-ce qui a empêché l'État algérien de se joindre aux autres États africains pour faire une seule délégation à Moscou et à Kiev? Est-il possible de faire des propositions à Kiev et à Moscou sans informer Paris, Washington et Londres? Maintenant, le dernier élément, nous allons faire le lien, les États-Unis, l'UFMI, ce que nous avons dit, l'UFMI, la monnaie, la guerre et tout ça. Nous vous montrons Anthony Blinken, à qui nous avons envoyé une lettre, etc. C'est une intervention qui dure Tunisie et FMI. Ce qu'a dit le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Donc ici, l'aspect plus important les mots les plus importants d'Anthony Blinken, à Tunis, ça fait une semaine, hein, il était en Tunisie au même moment que la présidente du Parlement européen et de la premier ministre italien, la femme, premier ministre italien. Il a dit à la fin, vous pouvez écouter, hein, la Tunisie est souveraine dans ses décisions, la Tunisie doit coopérer, elle est souveraine dans ses décisions, elle doit coopérer avec le FMI, etc. Tout un mélange comme ça de genre d'Anthony Blinken. Ça, c'est la politique. Mais à la fin, il a dit que the interests of the United States are at stake. Que les intérêts des États-Unis d'Amérique sont en jeu. Imaginez maintenant, ça c'est Anthony Blinken qui parle du FMI. Pourquoi il parle du FMI, Anthony Blinken? Parce que les États-Unis d'Amérique détiennent le vote bloquant au FMI. C'est-à-dire, si les États-Unis d'Amérique disent oui, ce sera oui. Si les Américains disent non, c'est non. Même si tous les autres membres de l'Assemblée générale du FMI, l'Assemblée des gouverneurs, là, acceptent, si les États-Unis d'Amérique disent non, c'est non. Maintenant, imaginez l'Algérie dans tout ça maintenant. La Tunisie sous pression du FMI de la Tunisie parce qu'elle a contracté un prêt fédéral chez Donald Trump. Hein? La Tunisie qui a un déséquilibre avec de la valeur de la monnaie avec l'Algérie.
d'Algérie qui vit une déferlante migratoire, économiquement, elle a un coût. La Tunisie qui est à côté, comme l'Algérie, qui est voisine d'un pays en guerre, la Libye. Donc, imaginez tout ça maintenant, mélangez tout ça, ça donne ce que ça va donner. C'est pour cette raison, chers compatriotes d'Algérie, la paix, la solidarité, l'intelligence dans la réaction, calme, calme, etc. Même s'il est très, très, très difficile de réagir en Algérie même. Aujourd'hui, nous avons évité de reposer les relations entre l'Algérie et Israël. Parce que laissons le 5 juillet prochain avec Qassaman s'exécuter en fanfare républicaine publiquement avec fracas et joie. 5 juillet prochain. Qassaman, pensez à un nouvel hymne national bilingue plus fédérateur parce que Qassaman, il a une symbolique, il a une valeur sentimentale, il a une valeur affective, mais continuez à utiliser Qassaman dans lequel la France est citée nommément, ça n'a plus de sens, même si c'est un argument qui est un peu faible là. Hein. Les arguments solides, il faut les lire dans notre lettre de 2015 à la présidence de la République et à certains généraux et à certains journalistes. Là, hein. Parce que maintenant, si la guerre nous est déclarée par la Transnistrie, bon, ben, est-ce que nous allons enlever la France pour mettre Transnistrie? Si la France nous soutient dans notre guerre contre la Transnistrie, si la France nous soutient dans notre guerre contre le Maroc, est-ce que nous allons supprimer France dans l'hymne national et dire c'est le Maroc? Non. Chers compatriotes d'Algérie, avec cette douleur atroce au cœur, cette douleur de la nostalgie, cette douleur de ce que subit notre patrie, nous vous disons merci et au plaisir.